L'Europe, la Ligue des Champions, le Real qui tombe à domicile, la Juventus a été épinglée par Lyon. Nous en parlons ce soir. On évoquera aussi ces perturbations de rencontres à cause du coronavirus et puis nous évoquerons aussi cette nouvelle réglementation des prêts des joueurs dès la saison prochaine, ce qu'entend mettre en vigueur la Fédération internationale de football. C'est avec Michel Tapa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. La soirée de Ligue des Champions. Manchester City a battu le Real Madrid par 2-1. C'est à Santiago Bernabéu. Isco a inscrit le premier but à la 60e minute pour les Merengues, mais les Mancuniens ont ensuite pris le contrôle de la rencontre grâce à Gabriel Jesus, puis De Bruyne sur pénalty à la 83e. Et la grosse surprise même de ces huitièmes de finale, eh bien, c'est Lyon qui a réussi à dominer Juventus de Turin, 1-0. On va parler d'abord, Michel Tapa, de Lyon. C'était inespéré. Oui, c'était inespéré parce que la vieille dame n'est plus à présenter. Quand vous voyez déjà l'effectif de la Juventus de Turin, qui en son sein des joueurs comme Dybala, Higuaín, Cristiano Aveiro, Ronaldo, et puis qui est en tête de la Série A italienne. Et en face, on a une équipe des Gonds de Lyon qui n'arrive pas aussi à enchaîner dans le championnat local, c'est-à-dire la Ligue 1 française. On peut dire que c'est déséquilibré, notamment même en Europe, au niveau de la Ligue européenne des champions. La Vecchia Signora est plus habituée à ces genres de compétitions, même si, entre-temps, il y a de cela encore 5 ou 6 ans, Lyon faisait encore quelques merveilles sur l'Europe. Mais quand on voit Lyon dans ses matchs au niveau de la Ligue européenne des champions, c'est que Lyon peut facilement titiller les grands. On se souvient encore des matchs de poule où Lyon est arrivé à titiller Manchester City plutôt, à domicile, on se souvient encore. Et donc c'était une rencontre déséquilibrée quand on voit non seulement l'effectif, mais aussi l'expérience des deux équipes. Mais la rencontre là, on peut dire que Lyon a bien joué. Parce que Lyon a non seulement dominé la rencontre, mais aussi Lyon s'est procuré les meilleures occasions. Ouais. Lyon pouvait mettre 2, voire 3 buts, notamment par Charles Toko Ekambi, le Camerounais. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait de bonnes choses. En face, on a une équipe où on a vu simplement CR7 qui a voulu porter lui seul une vieille dame. Ouais. C'est très difficile. Vous savez, pour pouvoir réussir en Ligue européenne des champions, c'est l'équipe qui fait 70% le travail et 30% à une figure de proue comme Cristiano Aveiro, Ronaldo. Mais quand on voit tout ce que la Juventus a produit l'autre fois, on a vu plutôt Cristiano Ronaldo qui a pris sur lui l'équipe au moins 70%. Et dans cette configuration, ça ne marche pas souvent. Ça a été quand même une Juventus de Turin un peu méconnaissable. Je pense que, quand je suivais un peu les commentaires, il y a eu au moins 14 tirs non cadrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de surprenant. Il suffit de suivre la Série A italienne où on voit que la Juventus n'arrive pas à voyager. Même si la Juventus arrive à gagner de petites formations, même si entre griffes, on ne parle plus de petites formations en football. Spal Ferrara 2013, Atalanta Bergame qui joue dans la Ligue européenne des champions et quelques petites formations, vous verrez véritablement que la Vecchia Signora n'arrive pas à voyager. Même à domicile, la vieille dame gagne au forceps. Et donc, pour moi, d'abord, ce n'était pas une surprise. En plus, on voit une Juventus qui a changé véritablement de figure depuis l'arrivée de Sarri. Moi, je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi on a laissé plutôt l'ancien entraîneur pour aller chercher quelqu'un qui n'est pas aussi, si je peux le dire, qui n'a pas aussi cette grande maestria du football moderne. Quand vous voyez l'autre entraîneur, on le voit plus à l'aise dans sa composition, dans sa manière de juger un match, ce que Sarri n'a forcément pas. C'est mon avis personnel. Maintenant, comme je l'ai dit, la Juventus n'arrive pas à se déplacer et faire un voyage jusqu'à Lyon pour pouvoir jouer la Ligue des Champions face à une équipe qui n'hésite pas à embêter les grands au niveau européen. On se souvient encore, Lyon n'hésitait pas à battre le Real Madrid, même à Santiago Bernabéu, il y a encore de cela 6 ou 7 ans. Et donc, c'est une équipe aguerrie pour ces genres de compétition.
Et cette rencontre a été, pour moi, un peu plus difficile pour la vieille dame. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que Lyon a fait le plus difficile et qu'en retour, ce ne sera qu'une formalité? Ça va être difficile, pour moi, ça va être difficile pour Lyon. Les gars doivent cravacher dur pour pouvoir venir à bout de cette formation de la Juventus de Turin à domicile. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Juventus n'arrive pas à voyager, mais c'est une équipe concentrée, surtout à domicile. Même si, comme je l'ai dit, ça passe souvent au forceps. La Juventus, c'est cette formation qui aussi ne badine pas avec la Ligue européenne des champions. On se souvient l'année écoulée où cette formation a été battue sèchement au Wanda Metropolitanos par l'Atlético Madrid. Et c'est Cristiano Aveiro Ronaldo qui a pris sur lui de marquer 3 buts pour pouvoir qualifier sa formation. On peut comprendre qu'il a été chahuté au Wanda Metropolitanos. Et donc, il se dit, c'est un défi pour moi de chicoter les Cortineros à domicile. Et il l'a fait. Maintenant, la Juventus sait que ça va être difficile. Et donc, pour moi, ça va être, c'est une rencontre difficile. Mais Lyon doit jouer forcément avec l'intelligence pour ne pas être peut-être laminé, si je peux le dire. Mais quand on voit déjà la configuration du match aller, on peut dire que les Gones sont intelligents. On ne peut plus intelligent sur toutes les lignes, notamment en attaque, au milieu du terrain, ou au match aller, on n'a pas vu un monsieur comme Pjanic. Pjanic, c'est l'homme à tout faire de la vieille dame. Il n'a pas existé. Et si Lyon arrive à le stopper encore au match retour, ça va être difficile pour la Juventus. Mais la Juventus a les flèches Dybala, Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo, même les attaquants comme Chiellini qui est de retour et Bonucci, le capitaine, peuvent venir faire la différence, sans oublier le Colombien Cuadrado qui fait un sacré boulot. J'évoquais donc la seconde rencontre, Man City, Real Madrid 2-1. Les joueurs de Zidane ont été battus. Là-bas, c'était plus équilibré. Oui, équilibré, pas trop, parce que pour moi, les Skies Blues ont dominé la rencontre, surtout en première partie où le pourcentage peut aller jusqu'à 70%. C'est un avis personnel parce que les meilleures occasions même ont été créées par l'équipe de Pep Guardiola. Seulement qu'ils n'ont pas pu marquer durant les premières 45 minutes. Or, Zidane, c'est un stratège. Zidane, ce n'est pas un adepte du jeu forcément chatoyant. Zidane est plus pragmatique. Vous pouvez dominer l'équipe du Real Madrid, mais si Zidane trouve des occasions, notamment, je vais parler de l'équipe bien sûr, ils arrivent à marquer. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième partie, déjà à la 60e minute, où Isco Alarcón a été bien servi et a marqué ce but. À partir de ce moment, on a vu une formation du Real Madrid qui a su que voilà, il y a encore des insuffisances au niveau de la défense de l'équipe de Pep Guardiola. On peut aller chercher le deuxième but. Ils ont essayé. Ils sont même passés à côté parce qu'ils pouvaient tuer le match à un moment donné. Sauf que derrière, il y a une équipe aussi de Manchester City qui poussait. Et je pense qu'elle a les atouts nécessaires, surtout offensifs, pour aller chercher la défense du Real Madrid qui n'hésite pas quelquefois à commettre des bévues. Et je pense que l'égalisation est arrivée, même si entre griffes, moi je pense qu'il y avait une légère faute. Mais l'arbitre est le seul maître du terrain. Et l'égalisation de l'Oliver de Gabriel Jesus. Ensuite, il y a eu un penalty indiscutable parce que le tacle de Carvajal sur le joueur de Manchester City était intact en pleine surface de réparation et donc ça a occasionné un penalty. Et puis le deuxième but, à partir de ce moment, le Real Madrid devait pousser. Oui, le Real a poussé, malheureusement pour eux. Mais écoutez, j'attends le match retour parce que, je l'ai dit, le Real, en Ligue des Champions, ne voit pas un match, la différence entre un match à domicile et un match à l'extérieur. Second sujet, nous parlons donc du coronavirus. La propagation du virus en Italie n'empêchera pas pour autant la venue, n'a pas empêché la venue de l'équipe vers Lyon. Des supporters partant de la Juventus de Turin pour le match. Mais on a senti que la présence en tout cas de ce virus au niveau de l'Europe, surtout de l'Italie, où il y a déjà eu plusieurs décès, ça a créé un peu de frottement, surtout avec les maires de certaines villes qui devaient accueillir les joueurs. Et c'est comme ça pour beaucoup de calendriers, enfin beaucoup de rencontres. Oui, beaucoup de rencontres, non seulement au niveau du football, mais aussi au niveau
des autres disciplines. En Chine même, qui est l'épicentre, si on peut le dire, de Covid-19, il faut dire que voilà, les championnats ont été carrément annulés. Il y a aussi quelques tournois, notamment les mondiaux d'athlétisme de salle, qui ont été ajournés. Et il y a eu un tournoi de tennis de table aussi qui a été carrément annulé, même en Corée du Sud. Au Japon, maintenant, prenant le camp de l'Italie, on sait déjà que le week-end écoulé, plusieurs matchs, notamment 4, ont été annulés, surtout au nord de l'Italie. Et au cours de la semaine, les équipes italiennes qui ont eu à discuter la Ligue Europa ont joué à huis clos, et bien protégés d'ailleurs. Donc, les supporters n'étaient pas venus. Voilà, donc ça agit forcément sur le calendrier, non seulement au niveau de l'Italie, mais aussi au niveau de l'Europe. On parle aussi de l'euro à venir, qui peut être peut-être délocalisé ou bien reporté. On ne sait pas encore. Quand on sait que l'euro à venir, ça va se jouer sur plusieurs villes. On pense déjà à localiser peut-être un pays, la France, l'Angleterre ou la Norvège, et organiser cela. En tout cas, c'est dans les petits papiers des organisateurs de l'euro. Donc, coronavirus est venu, si on peut le dire, perturber les calendriers au niveau sportif. Mais est-ce que la raison est claire, parce qu'aujourd'hui on parle d'épidémie, on passe de ce statut, si on peut le dire ainsi, d'épidémie à pandémie. Je ne connais pas trop les règles de l'OMS, mais quand une épidémie se propage ainsi, puisque elle a attaqué aussi l'Afrique, on parle de l'Égypte, on parle de l'Algérie et puis le Nigeria, on peut parler carrément de pandémie. C'est pourquoi ça brouille véritablement les calendriers, non seulement au niveau du football, mais aussi au niveau des autres sports. Et on est sûr que, en tout cas, déjà, on a vu que pour le match Lyon-Juventus, les autorités françaises n'ont pas voulu interdire la venue de supporters, mais il y a des pays quand même qui prennent des mesures, qui font jouer carrément, comme vous le dites, des matchs à huis clos. Oui, on veut prendre des mesures parce que ça va très vite. Comme on l'a dit, ça a pris plusieurs pays au niveau asiatique, ça a pris même l'Asie. Donc, l'Europe aussi, c'est vrai que la France est ce pays qui est plus protégé. C'est vrai, on n'a pas bloqué les supporters, on ne les a pas empêchés à venir en France, mais au niveau de certains pays, on prend les précautions nécessaires, surtout des matchs au niveau de la Ligue Europa qui se sont déroulés au cours de la semaine. Plusieurs supporters ont été interdits. D'ailleurs, des équipes ont voyagé vers l'Italie. Et donc, ce sont les supporters ou bien les dirigeants de ces équipes qui ont interdit carrément à leurs supporters de venir en Italie parce qu'on considère que l'Italie, compte tenu du nombre de victimes, est l'épicentre là-bas en Europe. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est le pourquoi on laisse des supporters de la Juve venir à Lyon. Peut-être qu'on a déjà pris des précautions depuis Turin. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit même qu'à leur arrivée, ils n'ont même pas été contrôlés. Ah oui, c'est pourquoi je dis peut-être depuis Turin, on a pris des mesures afin que les supporters puissent voyager. Et en France, je ne sais pas pourquoi les Français n'ont pas pris ces mesures, mais je connaissant bien la France et ses précautions en matière d'épidémie et de pandémie, c'est sûr que quelque chose a été fait en amont. Troisième sujet, la Fédération internationale de football s'apprête à changer les règles du jeu pour les prochains mercatos. Ainsi, la commission des parties prenantes s'est réunie à Zurich avec pour objectif ultime d'apporter quelques retouches en matière de transfert. L'une des mesures phares concerne la limitation des prêts des joueurs de 22 ans et plus. La nouvelle réglementation soumise à l'approbation de la commission du statut des joueurs et du conseil de la FIFA à partir de juillet stipule que les prêts internationaux seront désormais limités. D'abord, qui porte cette mesure, c'est Gianni Infantino? Oui, on peut dire que c'est la FIFA. Maintenant, le maître, c'est Gianni Infantino. Mais ça vise quoi? Oui, l'objectif essentiel, c'est l'égalité entre les clubs. Vous savez, cette commission est composée de représentants des clubs. Donc, ça veut dire que plusieurs clubs estiment que, voilà, les règles ne sont pas respectées et que certains clubs, notamment, je vais les citer, il y a Chelsea, il y a Monaco, il y a même Arsenal qui font venir des joueurs et après les gars, et quelques années ou bien une année plus tard, arrivent à les prêter. En matière, si on peut le dire pécunier, c'est aussi un gain. Si on fait venir un joueur à 2 millions d'euros, on peut le revendre à 4, voire 5 millions une année plus tard. Maintenant,
si certains clubs n'arrivent pas à le faire, financièrement, ils vont dire, écoutez, ça ne marche pas, l'égalité n'est pas respectée. Sur le plan sportif même, on sent véritablement qu'un joueur, je prends l'exemple d'un joueur qui quitte peut-être l'Afrique, qui a soif de jouer à Marseille. Il arrive à Marseille, il est présenté en pompe, c'est une fierté pour lui, il est garé, après on le prête à Evian Tournon Gaillard. Pour moi, arriver là-bas, il n'y aura pas la même motivation peut-être, même s'il va à Evian Tournon Gaillard pour avoir du temps de jeu et revenir. Donc ça tue aussi l'enjeu sportif. Je me souviens encore de ce joueur portugais, Renato Sanchez, qui était présenté comme le futur Messi. Il est parti au Bayern de Munich. On ne l'a plus vu. Maintenant, il joue chez les Dogs de Lille. Il a été prêté, on ne le voit plus. Il a complètement disparu. À un moment donné, je le cherchais. Je dis, ce jeune, pétri de talent, il se trouve où? Et je le trouve finalement dans la liste des Gonds de Lyon, des Dogs plutôt de Lyon. C'est comme ça se passe. Et donc, l'objectif essentiel, c'est l'égalité au niveau des clubs. Il y a aussi un problème des agents de joueurs. Vous savez que quand il y a prêt ou transfert d'un joueur, les agents en profitent. Oui. Un agent comme Mino Raiola, qui a en son sein, qui a dans ses bagages plusieurs joueurs, peut bénéficier des prêts de ces joueurs ou des transferts de ces joueurs. C'est d'ailleurs pourquoi la FIFA, à un moment donné, compte à partir de cette année instaurer une licence au niveau des agents de joueurs pour stopper le fait que voilà, n'importe qui se lève un jour et se dit voici, je suis agent de joueur à la quête du gain financier. Oui, mais en même temps, pourquoi on fait porter cette responsabilité au club quand, par exemple, vous l'avez dit, hein, je quitte l'Afrique, je veux jouer à Marseille, j'arrive et puis Marseille trouve que c'est pas trop le profil que je veux et me prête à un autre club pour que je m'entraîne. Qu'est-ce que ça dérange? Oui, en réalité, ça ne dérange pas. Et je l'ai dit dans mon développement tout à l'heure, quand on vous prête à Evian Tournon Gaillard ou à Amiens, par exemple, c'est pour avoir du temps de jeu. Et certains joueurs ont réussi, je vais en prêt, je reviens et en force d'ailleurs. Sauf que ça rentre dans la stratégie de certains clubs. Moi, j'ai eu à voir dans la liste de Monaco, par exemple, il y a plus de 20 joueurs qui sont venus là-bas et qui ne jouent pas et qui sont prêtés chaque fois, à chaque saison. Et donc, la FIFA se dit, ça peut rentrer forcément dans la stratégie de ces clubs de faire venir des jeunes, on l'a dit tout à l'heure, de moins de 22 ans. Au plus, on les emmagasine, si je peux m'exprimer ainsi, pendant une saison, voire deux, et après, on les met en prêt. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une commission qui est composée des représentants de ces clubs. Et si cette commission tranche sur ce sujet, c'est que les représentants de certains clubs voient véritablement que voilà, il y a une stratégie de la part d'autres clubs. Et c'est sûr que c'est dû à des enquêtes que la FIFA a su prendre des décisions. Les clubs ont réagi? Pour le moment, non, mais on aura sans doute des réactions. Il va falloir bien cogiter sur la portée du sujet avant de réagir par peut-être le truchement de ces représentants qui sont dans la commission. Michel Takpa, merci. C'est moi. La pause, et puis regard croisé après le journal.